Chapitre 3, on parle des démocraties et des expériences totalitaires dans l'entre-deux-guerres. À la fois les conséquences de la Première Guerre mondiale qui déstabilisent les sociétés européennes et à la fois cette radicalisation et cette apparition de systèmes totalitaires et d'instabilité politique, d'instabilité économique dans l'entre-deux-guerres qui permet de mieux comprendre le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale et une partie de l'intensité de cette Deuxième Guerre mondiale. Nous, on est parti dans le document d'accroche qui est une étude d'un extrait vidéo du dictateur de Charlie Chaplin, un des deux grands discours du film, qui caricature en fait la personne d'Hitler, mais qui caricature aussi l'ensemble du régime politique d'Hitler, qui est un régime totalitaire, donc c'est une critique du totalitarisme, cette population qui est soumise au bon vouloir du chef, cette population qui est embrigadée, cette population qui est dominée, qui est dominée totalement, hein, c'est l'idée du régime totalitaire, par l'État qui encadre cette population et qui la dirige économiquement, culturellement, politiquement. C'est ce qu'on voit dans ce chapitre, avec l'étude de deux systèmes totalitaires, l'URSS à partir de 1928, même si Staline prend le pouvoir en 1924, on fait commencer le régime totalitaire soviétique à partir de 1928, au moment des grandes réformes justement économiques qui permettent un contrôle total de la population, qui est la collectivisation de l'agriculture. Et puis en Allemagne, on a un régime totalitaire à partir de 1933, quand Hitler arrive au pouvoir en gagnant les élections. Enfin, en étant le parti majoritaire, un des partis les plus importants à l'été 1932. Il sera nommé donc chancelier en janvier 1933. Et en France, pendant ce temps-là, on compare avec la France, qui a un régime républicain, démocratique, stable, qui est la Troisième République, qui date de 1871, donc qui est un régime très stable et très ancien, et qui arrive à perdurer dans cette situation générale de crise politique et économique. En URSS, donc c'est Staline qui met en place un pouvoir totalitaire, c'est-à-dire qui cherche à contrôler la totalité de sa population et la totalité des aspects politiques, économiques, sociaux, culturels. Et on a défini ensemble les 6 critères du système totalitaire, qui sont le culte du chef, et donc la propagande, le parti unique, le parti politique unique, la police politique qui peut arrêter non pas pour une infraction à la loi, mais pour la simple divergence politique, donc le fait de ne pas avoir le même avis, l'embrigadement, le contrôle de la population via des associations, via des organisations, l'économie qui est dirigée et la terreur qui est la sanction en fait de la divergence politique. En URSS, donc on a vu qu'il y avait des catégories sociales qui étaient valorisées, ce qu'on appelle le prolétariat, les ouvriers, les paysans, les soldats, au détriment d'autres catégories sociales, les bourgeois, les capitalistes par exemple. Ce nouveau monde communiste doit être porté par ce prolétariat, et ce système totalitaire commence à partir donc en 1928 de cette agriculture collective, cette collectivisation dans les fermes collectives qu'on appelle des kolkhozes. Et cette économie dirigée, elle permet à Staline à la fois de contrôler l'économie, mais aussi de contrôler la paysannerie, qui du coup est dépendant, puisqu'elle doit travailler dans les kolkhozes et elle ne peut plus être autonome, avoir sa propre accès à la terre. Donc elle est dominée aussi politiquement et socialement. Ce culte du chef, donc ce système totalitaire passe par le culte du chef, on l'appelle le Void, le guide, comme d'ailleurs la même traduction que le guide en allemand pour le Führer. Et il doit y avoir une adhésion totale au régime, une adhésion positive. Et on a lu des lettres de mineurs qui envoyaient qui faisaient quasiment des lettres d'amour à Staline, hein, en s'exprimant dans le champ lexical de l'amour. Donc c'est beaucoup plus qu'une simple acceptation, c'est une adhésion totale, une adhésion positive, une adhésion active au régime qu'on attend dans un régime totalitaire. Cette société, elle est encadrée à la fois par l'économie, on a eu l'exemple de la collectivisation, il y aura la même chose dans l'industrie avec le plan quinquennal, et on a aussi des organisations politiques, les organisations syndicales qui sont toutes rattachées au Parti communiste du RSS, donc il n'y a pas de pluralité en fait, et on a l'exemple des jeunesses communistes dès leur plus jeune âge, les soviétiques sont intégrés dans des associations qui permettent de contrôler ces populations. On parle donc d'embrigadement. Ceux qui ne sont pas d'accord, ces catégories sociales comme les koulaks, ces paysans riches,
qui sont soit de fait contre la collectivisation, soit qui appartiennent à cette catégorie sociale et qui sont perçus comme des suspects ou qui sont perçus comme de toute façon des catégories sociales à éliminer par le régime, eh bien, sont pourchassés par la police politique, le NKVD. Donc il peut y avoir soit des tueries sur place, soit une déportation dans le goulag, donc des camps de travaux forcés qui sont des camps de concentration de population opposés au régime, soit des grands procès comme les purges staliniennes en 1936-1938, où on a des 700 000 exécutions qui sont prononcées par les tribunaux et 2 millions de personnes qui sont déportées au goulag. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le régime stalinien. Pour l'Allemagne nazie, ce qu'il y a de particulier, c'est que Hitler arrive au pouvoir via la voie démocratique. Il avait tenté un coup d'État à partir de 1923 dans une brasserie à Munich qui n'a pas fonctionné. Il va récupérer, suite à la crise économique de 1929, un ensemble de populations qui sont déstabilisés en fait par cette crise économique, mais qui sont aussi réceptifs à des théories antisémites, à des théories anti-francs-maçons, à des théories anticommunistes, à une certaine non-acceptation de la défaite militaire de 1918, ce qu'on appelle la théorie du coup de poignard dans le dos. Il y aurait une trahison des francs-maçons, des juifs et des communistes en 1918, ce qui aurait expliqué la défaite de l'Allemagne. Et tout ça va être mis en place à travers une propagande électorale très forte et très efficace. Et le parti politique de Hitler, le NSDAP, obtient presque 33% des voix à l'été 1932. Il devra attendre le 30 janvier 1933 pour être nommé chancelier par le président d'alors de la République de Weimar. Une fois qu'il est chancelier, donc le 30 janvier 1933, tout de suite, en moins d'un mois en fait, il met en place un système de dictature, puisque le 28 février 1933, c'est la fin de la République de Weimar avec une loi sur la sécurité de l'État qui permet en fait au chancelier de se doter de la quasi-totalité des pouvoirs, avec interdiction de la liberté de la presse, interdiction de la liberté de réunion, interdiction et contrôle du Parti communiste allemand. Et quelques jours plus tard, dès mars 1933, on a la mise en place, l'apparition du premier camp de concentration à proximité de Munich. Cet État, comment on peut le qualifier? Bon, c'est un État totalitaire, l'État qui est mis en place par les nazis. Il y a une propagande qui est omniprésente, il y a un seul parti politique, le NSDAP, on a bien le culte du chef, on a une idéologie qui est définie dès le livre d'Adolf Hitler de 1924 qui s'appelle Mein Kampf, qui est une idéologie antisémite et qui sera mise en place dès 1935 avec les lois de Nuremberg qui en fait excluent les juifs d'une partie de la citoyenneté et qui vont les pousser petit à petit avec les opposants communistes, avec les francs-maçons, avec les démocrates, mais aussi les catégories raciales qui sont exécrées par les nazis, les malades mentaux, les homosexuels, dans les camps de concentration. Et donc dès 1933, on a les premiers camps de concentration, qui sont des camps non pas d'extermination, attention, on ne confond pas avec les camps de la Seconde Guerre mondiale, et qui sont des camps où tous les opposants raciaux, idéologiques vont être emprisonnés sans procès et sans avoir commis d'infraction, mais là aussi dans une logique de police politique. Donc il suffit d'être pas d'accord ou de faire partie de catégories sociales ou raciales, pour le cas des nazis, avec lesquelles l'État n'est pas d'accord, pour les mettre dans ces camps de concentration qui sont des prisons à ciel ouvert, avec des travaux forcés, avec un taux de mortalité qui peut être assez fort. Au final, on a bien les régimes totalitaires qui sont en URSS et en Allemagne nazie et qui valident bien les 6 critères du régime totalitaire: un seul homme au pouvoir, chaque fois, un parti unique, une propagande omniprésente, une police politique, un encadrement de population, la terreur qui est mise en place dans les camps de concentration ou dans les goulags, une économie dirigée et planifiée. Donc on est bien dans des logiques totalitaires. On a quand même 2 grandes différences, c'est l'idéologie, 2 idéologies qui sont opposées et qui vont expliquer la confrontation de ces régimes idéologiques dans la Seconde Guerre mondiale. Dans un cas, on a la logique communiste, c'est plutôt la lutte des classes, c'est-à-dire les catégories sociales, et c'est le prolétariat contre les riches, contre les élites, contre les capitalistes.
Alors que dans l'autre cas, on a bien une logique de lutte des races, avec des races supérieures, la race aryenne qui doit, dans la logique nazie, se débarrasser, se battre contre les races autres, et notamment les races inférieures que sont les juifs, les tziganes ou d'autres catégories de population, d'autres races. Pendant ce temps, en France, on a bien un régime politique qui reste stable et une troisième république qui reste stable. Cette troisième république reste stable, notamment, même si elle est fragilisée par la crise de 29, si elle est fragilisée par une tentative de coup d'État de mouvement d'extrême droite en 1934, le 6 février 1934, qui s'appelle la Cagoule. Et donc ces mouvements d'extrême droite, ces ligues d'extrême droite, font vaciller la démocratie française, mais ne la mettent pas à bas, puisque les partis de gauche français, le Parti radical, la SFIO, qui est l'ancêtre du Parti socialiste, et le Parti communiste, créent une coalition suite à cette tentative de coup d'État de 1934, et arrivent à prendre le pouvoir entre 1936 et 1938, ce qu'on appelle le Front populaire, qui est dirigé par Léon Blum, qui devient le chef de ce Front populaire, qui est alors président du Conseil, c'est l'équivalent du Premier ministre actuel. Qu'est-ce que fait ce Front populaire? En fait, il va mettre en place une politique sociale très forte, avec des avancées sociales marquantes et qui perdurent encore aujourd'hui. Alors d'abord, des politiques sociales avec la mise en place de la semaine de 40 heures, donc on réduit le temps de travail, des congés payés, les premières fois qu'il y a des congés payés en 1936, et tout ça c'est contenu dans les accords de Matignon de juin 1936. Il va aussi permettre de maintenir la démocratie et la paix jusqu'à la mise en place, l'éclatement de l'apparition de la Seconde Guerre mondiale. Merci de votre attention.